Bon, mais déjà, bonjour à tous. J'interviens aujourd'hui donc pour la journée des métiers. Et mon rôle, c'est de vous faire découvrir le métier de sapeur-pompier et tout ce qui va aller un petit peu autour. Et pour commencer, donc du coup, on va parler de la sécurité civile en France. Donc, vu que je ne m'adresse pas qu'à un public averti qui est la classe défense et citoyenneté, on va commencer par la sécurité civile en France. Son but, ses missions, donc elle dépend directement du ministère de l'Intérieur, et c'est la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'État, des collectivités territoriales et des personnes publiques ou privées. N'hésitez pas à interagir si vous avez des questions au fur et à mesure. J'y répondrai. Alors, sur l'organisation de la sécurité civile en France, il faut savoir qu'il y a plusieurs échelons. On va partir de l'échelon national jusqu'à l'échelon territorial. Donc, j'ai volontairement synthétisé un petit peu l'échelon national parce qu'on va se focaliser sur ce qui nous intéresse nous, c'est-à-dire la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise. Et à l'intérieur, on voit que dans cette direction, il y a la direction des sapeurs-pompiers et la sous-direction des moyens nationaux. Alors là-dedans, vous voyez qu'il y a les FORMISC et le groupement des moyens aériens. Voilà, j'ai vraiment synthétisé au niveau national tout ce qui avait trait aux sapeurs-pompiers. Donc, dans la sous-direction des moyens nationaux, les FORMISC. Les FORMISC, vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas, c'est les formations militaires donc d'instruction de la sécurité civile. Si vous avez déjà entendu parler des UISC, des unités d'instruction de la sécurité civile, donc il y en a 3 en France. Il y a Brignoles, Nogent-le-Rotrou et Corté. Donc c'est une arme du génie et ils sont principalement spécialisés sur tout ce qui est catastrophes naturelles et technologiques, et pour ceux qui ont la partie du sud sur le feu de forêt. Voilà. Donc eux, c'est des moyens nationaux. Ensuite, vous avez le groupement des moyens aériens. Ça, vous devez le connaître parce que nous sommes dans le Gard et on a la chance d'avoir la base de la sécurité civile au niveau des moyens aériens. Donc, tout ce qui est Canadair, ce qui est Milan, donc tout ce qui est avions de lutte contre les incendies et les avions d'investigation. Donc, tous sont regroupés à Nîmes, à Garon. Et ensuite, après l'été, ils sont positionnés un petit peu partout en France pour lutter. Et ensuite, vous avez aussi le groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, donc au niveau de Nîmes-Garon toujours, où à ce niveau-là, vous avez une base de commandement et vous avez la base du centre de formation, en fait, qui est à Nîmes aussi pour les hélicoptères, et le centre de maintenance. Donc tout ceci, c'est les hélicoptères jaunes et rouges que vous voyez voler dans le ciel et dans lesquels les sapeurs-pompiers sont amenés à intervenir. Alors maintenant, on en vient à ce qui nous intéresse plus particulièrement, donc on vient vers le métier de sapeur-pompier, on est à l'échelon territorial. Donc je dépends du service départemental d'incendie et de secours du Gard. Dans un service départemental d'incendie et de secours, on y trouve des personnels administratifs techniques, donc qui travaillent pour le SDIS, je vais le résumer. Donc ceux-ci, ce ne sont pas des pompiers proprement dits, mais ils peuvent très bien avoir une affectation de sapeur-pompier volontaire à côté et pouvoir faire une activité de sapeur-pompier volontaire. Ensuite, vous avez des pompiers professionnels et vous avez aussi des pompiers volontaires et un service santé. Donc tout ce monde-là fait le service départemental d'incendie et de secours, donc l'échelon territorial, ce que vous voyez tous les jours dans les camions rouges, les sapeurs-pompiers de France. Ensuite, à l'échelon territorial, comme vous le voyez en dessous, vous avez la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Donc ça, encore une fois, c'est une spécificité. Ils font exactement les mêmes missions que nous, mais pour Paris, ils ont la particularité d'être rattachés à l'armée, donc d'être dirigés par un général de division. Et pour Paris toujours, c'est, on va dire, le plus gros corps des sapeurs-pompiers d'Europe. En termes de nombre, ils sont entre environ 8500 et 8600. Donc eux, ils dépendent sous autorité, ils dépendent du préfet de police de Paris pour la mise en œuvre, et pour le commandement pur, ils dépendent de l'armée de terre. Ensuite, le bataillon des marins-pompiers de Marseille, toujours pareil,
eux, ce sont des pompiers militaires, mais de la marine. Ils ont la particularité, eux, d'être commandés aussi par un officier supérieur donc de marine et en même temps d'être sous les ordres du maire de Marseille. C'est une particularité pour tout ce qui est corps d'armée de dépendre d'un maire. Voilà. Quelques chiffres. Pour entrer à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, il faut avoir entre 18 et 25 ans. Ils défendent 4 départements sur la couronne parisienne. Voilà pour eux. Et ensuite, le bataillon des marins-pompiers, on va dire qu'il y en a environ 2400. Et eux dépendent en fait comme je vous ai dit, du maire et en même temps du préfet maritime, vu qu'ils sont armes navales. Oui. En termes de mission, les marins-pompiers ont une spécificité, ils peuvent intervenir sur l'eau, c'est ça? Ils ont la spécificité de pouvoir intervenir sur l'eau, mais nous aussi, dans le département du Gard, on peut aussi intervenir sur l'eau, puisqu'on a des embarcations aussi. Et au niveau de notre port du centre de secours de Terre de Camargue, qui est juste à côté justement de Port-Camargue, nous avons les mêmes missions entre guillemets qu'eux, puisqu'on a aussi des plongeurs. On a la possibilité de faire des patrouillages tout comme le bataillon des marines de Marseille. Après, la seule spécificité que eux ont et que nous n'avons pas, c'est le feu de navire en fait. Okay. Donc, en termes de mission, entre les sapeurs-pompiers de Paris ou Marseille, c'est le même boulot que vous. C'est exactement le même boulot, c'est juste les ministères de rattachement qui sont différents. Tout à fait. Okay. Si la spécificité des sapeurs-pompiers de Paris, eux n'ont pas le volet feu de forêt, parce qu'ils n'y sont pas confrontés, donc ils n'ont pas la formation. Les marins-pompiers l'ont eux. Voilà. Après oui, effectivement, j'allais oublier. En dessous, vous voyez les JSP. Donc ça vous concerne pas normalement, si je me trompe pas. Non. 13-14 ans, on va dire pour commencer, parce que le cursus est de 4 ans. Donc chaque année est validé par l'accession à un module supplémentaire. Et au bout de 4 ans, les JSP sont remis entre guillemets en caserne, puisque dans le département du Gard maintenant, au moment où ils sont recrutés, ils connaissent leur caserne d'affectation. À la fin de la formation JSP, ils le valident par un brevet et ils finissent leur cursus dans les casernes où ils sont affectés en fait. C'est le vivier de recrutement des sapeurs-pompiers, on va dire, voilà, prioritaire. Mais même si à la fin ils ont passé leur brevet, ils peuvent aller dans une autre caserne. Oui. Oui, mais maintenant c'est un petit peu anticipé justement pour éviter que, à une époque, dans notre département, à une époque, les écoles formées et certains JSP avaient du mal à trouver une caserne après parce qu'ils étaient trop nombreux et les casernes ne pouvaient pas recruter. Ils étaient au maximum de leur capacité. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que justement ils les prépositionnent avant, comme ça ils sont sûrs d'avoir une place quand ils finissent. Et dans l'année, ils sont finis d'être formés, ils sont mis en caserne. Alors pourquoi 13-14 ans? Parce que vu que la formation se fait en 4 ans, même si on peut être sapeur-pompier volontaire à 16 ans, ça implique beaucoup de contraintes pour le centre, puisqu'il faut toujours un tuteur avec. Le sapeur-pompier ne peut pas faire de nuit. Et quand il fait des interventions, il reste avec son tuteur pour tout ce qui est incendie urbain. Donc voilà, il y a quand même quelques contraintes. Donc 13-14 ans, c'est parfait, puisque quand il finit, il est quasiment autonome en caserne. Les JSP, pour quelques chiffres, en France, donc on a parlé de l'âge minimum. Environ 30 000 JSP en France, 80 sur le département du Gard, 6 écoles si je me trompe pas. Les plus proches pour nous ici d'écoles JSP sont Pont-Saint-Esprit, Uzès. Voilà. Après on a fini sur l'aspect on va dire territorial des sapeurs-pompiers. Alors on va parler un petit peu des grades chez les sapeurs-pompiers. Donc vous voyez que la première partie tout en haut va correspondre aux hommes du rang. Donc ça, c'est des grades classiques que vous retrouvez dans l'armée. Vous passez aux sous-officiers, aux officiers et aux emplois supérieurs de direction. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, les grades? Voilà. Alors, maintenant, vous allez me dire, je vais rentrer sapeur-pompier, à quel grade je vais rentrer? Les grades d'accession chez les sapeurs-pompiers, par concours, ils se font au grade de caporal, donc homme du rang. Ils se font au grade d'officier lieutenant et ils se font au grade d'officier capitaine. Donc vous avez la possibilité de rentrer chez les sapeurs-pompiers professionnels à 3 grades différents. Ces 3 grades correspondent à des diplômes universitaires acquis. On verra un petit peu plus tard
Quel diplôme il faut avoir en prérequis pour pouvoir intégrer les sapeurs-pompiers et à quel grade en fait, tout simplement. Alors, devenir sapeur-pompier professionnel, on arrive au métier, du coup. Donc, si un jour vous décidez d'être sapeur-pompier professionnel d'un SDIS, vous serez fonctionnaire public territorial. Donc, en France, il y a la fonction publique en général, et ensuite il y a 3 fonctions publiques. Il y a la fonction publique d'État, par exemple avec vos professeurs. Il y a la fonction publique hospitalière, les infirmières, et il y a la fonction publique territoriale, dont font partie les sapeurs-pompiers professionnels. Pour entrer en fonction publique territoriale et pour réussir le concours de sapeurs-pompiers professionnels, vous voyez qu'en catégorie C, donc je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est entre guillemets la catégorie d'entrée avec le diplôme universitaire le moins élevé, ça va être le brevet des collèges. Avec le brevet des collèges, vous pouvez accéder au concours externe de caporal. Alors externe, pourquoi est-ce qu'il y a écrit externe pour les deux? Ça veut dire que vous pouvez être pompier volontaire avant, ou vous pouvez ne pas être pompier volontaire avant. Comme dans tous les concours d'accès. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer en catégorie C, caporal, en catégorie B, lieutenant, donc c'est un bac plus 2, et en catégorie A, bac plus 3, capitaine. Tout ceci, vous pouvez y accéder uniquement avec le diplôme universitaire sans avoir été pompier avant. La particularité qu'il va y avoir si vous désirez rentrer en catégorie C, donc ça veut dire si vous voulez monter dans les camions la plupart du temps, puisque plus vous allez chercher un diplôme élevé et une catégorie élevée, forcément moins vous allez monter dans les camions, puisque des catastrophes de grande ampleur, il n'y en a pas tous les jours. Par contre, des ambulances, elles sortent tous les jours. Donc, plus vous allez vouloir, si vous voulez rentrer chez sapeur-pompier, donc comme je vous disais, en interne, l'interne veut dire que vous êtes pompier volontaire depuis au moins 3 ans. En fait, ça va changer une petite partie du concours pour devenir pompier. Ça va juste être un QCM. Le questionnaire à choix multiples, quand vous venez de l'externe, ça va être un QCM général. Ça va être un QCM sur les mathématiques. Et quand vous êtes interne, ça va être un QCM sur des questions pompiers. Ça va être vraiment la seule différence qu'il y a entre les deux. Hop là, je vais y venir derrière. Donc, comment va s'articuler le concours? Donc déjà, pour devenir sapeur-pompier professionnel, avant de se présenter au concours, il faut valider toutes ces étapes. Donc c'est avoir au moins 18 ans, être de nationalité française, jouir de ses droits civiques, ce qui veut dire que vous pouvez être élu, vous pouvez élire quelqu'un, avoir tous ses droits civiques à jour, ne pas avoir fait l'objet de condamnations incompatibles avec l'exercice des fonctions. Donc ça, c'est le casier numéro 2. Position régulière avec le service national et être titulaire d'un diplôme de niveau 5, donc brevet. Ensuite, une fois que vous avez passé ce cap-là, vous pouvez envoyer votre dossier. Votre dossier va être reçu et derrière, vous allez commencer vos épreuves d'admissibilité et d'admission. L'admissibilité, dans un premier temps, ça va être une étude de texte d'une durée d'1 heure. Donc un texte, des questions dessus, vous répondez et vous êtes noté. Derrière, le questionnaire à choix multiples. Donc sur ce questionnaire à choix multiples, comme je vous ai dit, si vous êtes pompier volontaire, vous avez des questions pompiers. Si vous n'êtes pas pompier volontaire, vous avez des maths. Pourquoi des maths? C'est comme ça. C'est comme ça. Après, pourquoi j'aurais pas d'explication, mais c'est vrai que souvent dans les exercices appliqués qu'il y a aux maths, il y a des calculs de volume. Et nous, dans le métier, on a des motopompes, on a des superficies à calculer. Et souvent, c'est des mathématiques un petit peu appliquées, on s'en sert quand même assez souvent. Il y a de l'hydraulique, il y a plein de choses qui, en fait, dans notre métier, ont trait aussi aux mathématiques, et un petit peu à la physique. Donc ensuite, une fois que vous avez passé cette épreuve d'admissibilité, vous allez à l'épreuve d'admission qui est le sport. Le sport a changé cette année, donc ça va être tout nouveau pour tout le monde et pour s'entraîner aussi. Alors, pardon ? C'est un circuit, non ? C'est ça. C'est un circuit d'endurance physique ou de résistance, tout dépend comment certains l'expliquent. Mais déjà, dans un premier temps, vous avez l'épreuve de natation qui est un 100 mètres. 50 mètres. Ensuite, vous avez ce parcours, donc avec une charge
qui d'entrée commence avec 20 kilos sur le dos, qui simule la tenue de travail plus l'appareil respiratoire isolant que nous avons sur le dos quand nous intervenons dans des atmosphères enfumées. Et au fur et à mesure du parcours, vous allez avoir plusieurs difficultés et pour plus faire des allers-retours sur la fin avec 60 kilos en tout sur vous. Voilà, ça veut dire 20 kilos dans chaque main à porter et 20 kilos sur le dos et vous faites des allers-retours de 18 mètres. Donc c'est une nouveauté. On l'a testé, c'est physique sur les membres inférieurs. Voilà. Donc il faut s'y préparer. C'est pendant combien de temps déjà? En fait, il faut voir en fonction du barème hommes et femmes. Ah ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est une durée. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, je l'ai pas en tête. Je pense que c'est dans les 5 minutes. Il y a un atelier à faire pour valider une note minimale. Et lorsqu'on a passé en fait tous les ateliers, c'est uniquement des allers-retours, un peu comme le test de l'UKG. Voilà, mais c'est des allers-retours simples avec 60 kilos. Et chaque fois que vous faites un aller, vous marquez un point. Voilà. Et le but, c'est d'avoir le maximum de points sur le temps imparti. Et pour finir, 1 heure de repos, et vous faites un test de l'UKG. Après ça. Donc, on revient sur les membres inférieurs. Et le souffle. Voilà. Une fois que vous avez passé cette épreuve, vous êtes convoqué à un jury d'entretien à l'oral. Le jury d'entretien à l'oral, il dure 15 minutes. Sur les 5 premières minutes, c'est une présentation personnelle que vous avez travaillé, où vous vous présentez et vous décrivez vos motivations pour devenir sapeur-pompier professionnel. Et ensuite, après, c'est un échange avec le jury d'une dizaine de minutes qui va apprécier vos qualités, vos motivations et essayer d'aller creuser derrière pour essayer d'avoir les meilleurs candidats au final qui seront le plus aptes à exercer cette profession. Une fois ce concours réussi, vous allez être inscrit sur une liste d'aptitudes en vue de recherche d'un poste vacant. Ça veut dire que vous avez réussi le concours, vous êtes validé, vous êtes sur une liste d'aptitudes qui est valable au niveau national. Alors maintenant, ce qu'ils font, c'est que les concours, ils les font presque au niveau des zones. Donc, ils regroupent certains départements. Donc, regardez bien, si vous allez passer à Paris, ça va être maintenant difficile d'être recruté dans le Gard. Si vous le passez dans la zone qui organise le concours, en fait, il faut que vous regardiez qui est votre région. C'est la sonnerie. D'accord. Et du coup, quand vous serez sur cette liste d'aptitudes, vous allez postuler auprès d'un département. Et là, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Il y a 100 candidats qui ont réussi le concours et il y a 20 postes dans le département. Donc, soit ils se basent comme ils ont fait les années précédentes, donc les 3 dernières années, sur les notes du sport que vous avez eu et les notes de l'écrit. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir la meilleure note possible. Soit, comme les années avant ces concours-là, ils vous font refaire des tests sportifs et de nouveau un entretien. Voilà. Donc, dites-vous que quand vous avez le concours en poche, c'est pas encore fini. Il y a encore un petit peu de travail à faire, il y a encore un petit peu de temps avant d'être enfin recruté et de pouvoir faire sa formation initiale après recrutement. Le concours, une fois qu'on peut passer par exemple au total, ça date au pompier. Oui. Le concours est valable. Alors le concours, il est valable, si je ne me trompe pas, 2 ans, renouvelable ensuite chaque année à la demande du candidat jusqu'à 4 ans. Et ça, c'était pour les derniers. Il faudra voir si c'est pour les prochains, mais c'est entre 3 et 4 ans la plupart du temps qui sont valables nos concours. Ce qui est différent des examens, qui eux, les examens ont une portée, on va dire, à vie. Voilà. Les barèmes sportifs, on peut les trouver quelque part sur Internet. Ils sont sur le site du ministère de l'Intérieur, donc sur l'arrêté que j'ai juste ici, que je vous dise l'arrêté qui va bien. Donc c'est l'arrêté du 30 novembre 2020, modalité d'organisation des concours et examens professionnels. Voilà. Okay. Donc ça, tout ça, vous le trouverez. En gros, de tête, le l'UKG pour un homme, c'est 14 pour avoir 20 sur 20. Voilà. Okay. Du coup, à la fin, on postule au niveau du SDIS ou c'est ça. En fait, on postule pour être sapeur-pompier professionnel dans un SDIS. Donc c'est une lettre à adresser au niveau du SDIS. Et ensuite après, quand ils organisent un recrutement, normalement ils vous répondent, on va organiser un recrutement ou on va pas l'organiser, vous allez voir dans un autre SDIS en fait. Voilà. Dans un premier temps, il ne faut pas se dire je suis du Gard, je vais te pompier dans le Gard. Si vous avez de la chance, ça passera, parce qu'à ce moment-là, ils recruteront et ce sera parfait, parce que dans les 3 ans ou les 4 ans où votre concours sera valable, vous pourrez être intégré et réussir les épreuves sportives et être intégré. Maintenant, il ne faut pas hésiter à être mobile et se dire si c'est l'Hérault, c'est l'Hérault, si c'est l'Ardèche, c'est l'Ardèche. Voilà. Et après, vous pouvez muter.
Après, il y a toujours possibilité de muter. Il n'y a pas possibilité de se renseigner un peu avant, savoir s'il il va y avoir des postes qui vont se libérer à ce moment-là ou pas trop comme ça. C'est quand même assez aléatoire puisqu'on est forcément contraint par les budgets. Ah ouais. Et quand on arrive à une certaine jauge, c'est compliqué d'aller au-delà. C'est des négociations chaque fois qui rentrent en compte, on va dire, avec nos élus. Et voilà. En fait, souvent, on sait quand il y a un concours qui est organisé, tous les départements financent le département organisateur un petit peu. Donc ça veut dire qu'ils ont des besoins. Donc des fois, c'est un besoin, on va dire une dizaine de sapeurs-pompiers professionnels, comme ça peut être un besoin comme des gros départements qui recrutent comme Lyon. Des fois, c'est des gros besoins opérationnels, les Bouches-du-Rhône. Voilà, c'est des gros départements, ça. Donc, non, là, actuellement, on arrive, je crois, c'est le dernier concours, il a eu lieu il y a 3 ans. Voilà. En fait, le but, c'est de purger presque cette liste d'aptitudes, en fait, qu'on a vu tout à l'heure, et que tous ceux qui veulent avoir un poste, ils postulent, comme tout le monde, on postule en premier lieu près de chez nous, et si on voit que ça va pas arriver ou c'est compliqué, voilà, on s'écarte un petit peu. Mais comme je l'ai dit, après derrière, il y a toujours possibilité de muter et de revenir dans son département d'origine. Puisque la formation, elle est certes dispensée dans chaque département, mais elle est valable au niveau national. Donc j'ai quand même mis un petit volet sur devenir sapeur-pompier volontaire, qui n'est pas un métier, mais qui est un engagement citoyen, une activité que vous pouvez faire en plus de votre travail. Avoir 16 ans minimum, donc c'est pas, on va dire, c'est compliqué pour vous, vous pouvez, mais il faut comprendre qu'il y a quasiment une année de formation, donc 16 ans, ça vous fait finir à 17. Et après, c'est compliqué quand vous pouvez pas être intégré au roulement de nuit. Vous êtes obligé d'être avec votre tuteur. Ça veut dire peu de présence en fait au final. Et c'est quand même ce qui fait après, c'est ce qui fait la compétence fait en fait, on va dire, c'est la présence, et c'est la pratique qui fait qu'on s'aguerrit tout simplement. Donc c'est quand même 16 ans, c'est un minimum, mais 18 ans, voilà, 18 ans, vous êtes sûr d'être effectif à 100%. Ensuite, comme sapeur-pompier professionnel, être de nationalité française, le droit civique, ne pas avoir fait l'objet de condamnation et en position régulière avec les services nationaux. Après, qu'est-ce qui peut faire que vous ne soyez pas recrutable ou recruté? Des problèmes de maladie, on va dire. Donc tout ça, en fait, il y a quand même un bilan qui est fait avec les médecins avant. Et maintenant, il n'y a plus de notion pour être sapeur-pompier volontaire ou professionnel d'âge et de taille. Voilà. Avant, il y avait. C'est-à-dire peut-être, je n'ai plus la taille qui était imposée. Un minimum, en fait. Un minimum en taille, exactement. Alors, je vais un petit peu maintenant prêcher pour ma paroisse. Le SDIS du Gard. Voilà. Donc, comme on voit, on va de la mer à la montagne. On a un sommet culminant qui est le Mont Égual. On a quand même beaucoup d'attraits touristiques. Donc, on a un département qui en hiver, on va dire, est un peu dans le creux de la vague niveau touristique. Et l'été, on a quand même un fort potentiel avec tout ce que vous connaissez, les Cévennes de Mont-Lozère, avec toute la vallée du Rhône, avec les plages, avec la ville de Nîmes. Voilà, tout ce que le pont du Gard, tous nos attraits et tout ce qui font le Gard et qui font qu'on est un département très touristique l'été. Donc, superficie 5848 mètres carrés, 735 000 habitants dans le département, une altitude qui varie de 0 à 1567 mètres. D'un côté à l'autre du Gard, on peut mettre plus de 3 heures pour le traverser. Vous avez plus vite fait d'ici de monter à Lyon que de traverser le département, des fois. Et ensuite, les risques naturels. Donc, le premier risque du département du Gard, c'est le risque inondation. Le deuxième risque, c'est le risque feu de forêt. Ensuite, vous avez les risques technologiques. Vous le connaissez ici, par exemple, avec des risques. Bon, je reste bien sur risque. Tout ce qui est installation nucléaire, par exemple, ou les installations classées pour l'environnement. Risque routier, transport, on a une autoroute passante, l'autoroute A9, et on a l'autoroute aussi qui descend de Paris, qui traverse notre département. Transport, on les a tous, puisqu'on a le Rhône pour le fluvial, on a le train avec le TGV et les trains express régionaux.
on a les autoroutes, les routes départementales et nationales. Ensuite, on a des fêtes, des grosses fêtes qui ramènent énormément de monde. Bon, en ce moment, elles sont un petit peu en berne, mais voilà, avec les férias, avec nos fêtes votives. Et pour finir, voilà, le tourisme qui représente 4,5 millions de visiteurs sur le département par an. Les missions du SDIS, donc c'est la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours, la protection des biens, des personnes et de l'environnement, le secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres, de catastrophes et de leur évacuation. Et après, avec les autres services, donc avec nos services partenaires, la protection et la lutte contre les accidents, sinistres et catastrophes, l'évaluation et prévention des risques technologiques ou naturels et le secours d'urgence. Un petit bilan d'activité. Donc pour 2020, le département du Gard, c'est 55 000 interventions sur l'année. Ça fait 150 interventions journalières et ça fait une intervention toutes les 9 minutes pour le département. Quand on regarde un petit peu le camembert, je ne sais pas si vous le voyez bien de loin, mais on s'aperçoit qu'on a quasiment 80% de l'activité qui est du secours à personne, donc de l'ambulance. Alors il faut un petit peu sauter l'image de la tête du pompier qui va au feu, comme ce qu'on voit dans tous les films. On fait 80% d'ambulance. Il faut bien se le mettre en tête parce que on nous vend beaucoup de pompiers qui font du feu. Mais il faut bien se mettre en tête que notre activité principale, c'est l'ambulance. Et il ne faut pas se faire de désillusions quand on rentre dans ce métier. Effectivement, c'est vraiment ce pourquoi on s'engage le feu, parce que c'est ce qu'on aime combattre en fait. Mais il faut être conscient que 80% de notre activité, c'est l'ambulance. Donc après, voilà, il ne faut pas se dire je fais un mauvais choix, j'ai fait pompier pour faire ça, et au final, je fais très peu de feu et je fais que de l'ambulance. Voilà. Ensuite, comment s'organise un SDIS? Donc, on a vu par rapport tout à l'heure aux militaires comment eux s'organiser. On a vu au niveau national comment c'était organisé. Nous, on est un établissement public administratif, ce qui veut dire que on a pour la direction opérationnelle du corps départemental, la direction des actions de prévention et la mise en œuvre opérationnelle, on est sous la tutelle du préfet. Ça, c'est le préfet. Et ensuite, au niveau des territoires, c'est le maire qui est notre directeur des opérations de secours. Celui qui nous dirige pour la gestion administrative et financière, c'est le président du conseil d'administration, avec le bureau du conseil d'administration, les élus. Du coup, eux, c'est ceux qui financent. Voilà comment marche un SDIS. Ensuite, un SDIS, il est organisé de deux façons, donc avec une organisation fonctionnelle et une organisation territoriale. Donc pour l'organisation fonctionnelle, c'est principalement regroupé à l'état-major avec des groupements fonctionnels. Donc vous voyez, citoyenneté, volontariat, communication. Par exemple, l'action d'aujourd'hui rentrerait dans ce volet. Ensuite, vous avez les opérations, le matériel opérationnel, l'infrastructure, les ressources humaines, la formation, l'informatique. Il faut que tout ce service puisse tourner. Donc c'est pour ça qu'il est organisé en groupement fonctionnel. Ce qui parle un peu plus à tout le monde, c'est l'organisation territoriale. Donc on a discuté tout à l'heure en aparté. Le département du Gard, il est composé de 3 groupements territoriaux. Donc vous avez le groupement territorial Cévennes-et-Goual que vous voyez en haut à gauche, le groupement territorial Vallée du Rhône, le nôtre, qui est ici, et le groupement Gary-Camargue qui est en bas. Donc dans chaque groupement, vous avez des casernes et en fait on fonctionne de façon très pyramidale, c'est-à-dire que la caserne parle à son groupement, le groupement parle à l'état-major. Voilà comment se fait la remontée d'informations et comment elle redescend aussi. Donc ensuite vous voyez que vous avez des renforts saisonniers, notre attrait justement touristique. Donc Anduze, Vallerogue, Vallée de la Cèze. Donc si vous connaissez un petit peu ici, c'est à Cornillon qu'on a un poste avancé et on se le partage avec 4 casernes. Donc ça c'est une caserne qui est là que l'été. Exactement comme Prapero qui se situe au Montégoal et qui n'est active que quand il y a l'afflux touristique, donc les stations de ski qui s'ouvrent, ou en ce moment avec le nombre de touristes qui montent pour la randonnée dans la neige. C'est ça. En fait, il n'y a rien. C'est des locaux qui sont prêtés pour l'instant par les mairies ou
c'est des conventions qui sont signées de toute façon. À Prapero, c'est un local aussi qu'ils ont. Et sinon, en dehors des périodes d'activité touristique, elles sont fermées. Et c'est professionnel et volontaire qui Oui. se retrouvent dans cette caserne. C'est mixé. En fait, oui, c'est mixé. Okay. Et on en envoie des casernes, par exemple, d'ici. D'ici, on n'en voit pas à Prapero. D'ici, on en verra sur notre secteur territorial, on en verra. À Val-de-Sèvres. C'est ça. Après Prapero, encore, ça va être, comment dire, ça va être une exception parce que comme il y a le mot neige, il faut être formé au milieu froid. Voilà. Donc il y a la formation au milieu froid, il y a la formation on le verra plus tard, des unités spécialisées du grain. Donc eux ont quand même vocation à armer ce poste avec les pompiers locaux, donc on va dire autour du Vigan, voilà, en fonction des risques. On en parlait tout à l'heure aussi, comment était articulé un SDIS et qui c'est qui travaillait à l'intérieur de ce SDIS. Donc vous voyez qu'il y a pour le département du Gard 676 sapeurs-pompiers professionnels. Ensuite, dans ces 676, vous avez 192 membres du service santé et secours médicaux, parce qu'on a des infirmiers professionnels et volontaires, des médecins professionnels et volontaires. Ensuite, on a 157 personnels administratifs, techniques et spécialisés et 2700 sapeurs-pompiers volontaires. Voilà la proportion. Et au niveau national, c'est environ 80% de sapeurs-pompiers volontaires au niveau national. Si vous voulez des chiffres, il y a environ 40 000 pompiers professionnels. Et 80 jeunes sapeurs-pompiers. Alors, les matériels, pour vous les brosser assez vite, il y a 682 véhicules dans le service départemental du Gard. Donc, 90 camions citernes de feux de forêt. Donc, ça en fait environ, vu qu'on a 30 casernes, ça en fait environ 3 par caserne. 75 ambulances. Ici, les fourgons Ponton, c'est ce que vous voyez ici, ça c'est un léger, mais ça c'est pour l'incendie urbain, on va dire. Le camion de sûreté en feu de forêt, ça porte bien son nom, c'est pour le feu de forêt. Et ensuite, après, vous avez les engins entre guillemets spécifiques qui sont le secours routier et les échelles pivotantes et les bras élévateurs, les postes de commandement. Et après, vous avez vu, il y a les véhicules médicalisés, paramédicalisés. Donc ceux-ci, c'est les véhicules qui servent au service de santé. C'est bizarre qu'il y ait plus de CCF que de SAV. Si ça part plus. En fait, pour armer, comment dire, le risque feu de forêt, ça reste quand même un risque qui est très élevé sur le département. Le CCF sert aussi sur les inondations, qui reste notre premier risque, puisqu'il y a une hauteur de franchissement qui est supérieure et surtout des capacités à évoluer que n'ont pas les véhicules, on va dire, normaux. Après, il faut y mettre les personnes à l'intérieur. Et le fait qu'on ait beaucoup de CCF, c'est surtout par rapport à l'été, où à l'été, on fait appel à des saisonniers sapeurs-pompiers volontaires extérieurs au département, des saisonniers en interne, et ensuite on arme des dispositifs qui sont en dehors de notre mode de fonctionnement normal. C'est-à-dire que l'été, on va garder notre potentiel opérationnel journalier, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'on a à la caserne pour intervenir. Lui ne va pas bouger. Par contre, on va faire appel à des sapeurs-pompiers volontaires, des sapeurs-pompiers professionnels qui ont envie, pour aller monter dans des camions en supplément de ce qui nous permet d'assurer le secours quotidien. Et eux, ils vont aller monter des groupes sur le terrain, et ces groupes, ils seront prépositionnés à des endroits stratégiques. S'il y a un départ de feu, ils partent directement en complément des moyens locaux. Et ça nous permet d'avoir une plus grosse force de frappe. Et s'ils ont besoin de renfort, si on a voté par exemple d'un autre département, on a des conventions justement pour intervenir avec les autres départements. Voilà. Mais dans un premier temps, ce sera les moyens du département qui seront mis à contribution pour notre sinistre, hors convention, on va dire, et ensuite après on fera appel aux autres départements. et c'est qui le gère ça? C'est le ministre ou le... Alors, tout dépend. Ça, déjà, la remontée d'informations et la demande de renfort, elle se fait au niveau de notre CODIS, donc on y est. Je vais vous le présenter, mais on y est. Et ensuite, après, ça se fait au niveau de la zone de défense. La zone de défense envoie les moyens extra-départementaux au profit d'un département. Voilà. Donc ça reste, par exemple, si on a un gros feu sur le département du Gard, on va pas pouvoir et on va pas devoir mettre tous nos pompiers à la lutte contre le feu, puisqu'on ne peut plus derrière assurer le courant. En fait. Donc du coup, on va envoyer le maximum de personnes sur ce feu, et après, on va faire une demande au niveau du centre opérationnel de la zone, donc de notre zone, une demande de renfort de moyens extra-départementaux. Et là, après, on va avoir des groupes qui vont arriver en renfort des autres départements pour nous aider à la lutte.
Donc, qui gère les appels et qui gère l'envoi des secours chez les personnes, chez les victimes, c'est le CTA CODIS. Donc, le CTA CODIS, il est à Nîmes, il est à proximité de notre direction. Tous les départements en ont au moins un. Nous, il n'est pas unique, ça veut dire qu'il n'y a que des pompiers. Dans certains départements, ils ont tout regroupé. Les pompiers, le SAMU, la gendarmerie, la police. Et comme ça, ils arrivent à tous se parler et avec cette synergie, à permettre d'intervenir au mieux, d'envoyer les renforts adéquats. Donc nous, au sein de la direction départementale, donc sous l'autorité du directeur départemental, depuis 2008, et on voit que c'est activé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec 2 officiers, un cadre du service de santé et 6 à 8 opérateurs. 200 000 appels de secours par an, 150 000 appels sortants, donc 50 000 sont triés, et 500 000 appels traités tout compris au niveau du CTA CODIS. Donc une forte activité pour les personnels qui sont au CTA. Donc ça, après, vite fait, c'est la chaîne de commandement opérationnelle. Donc au-delà des casernes, quand il y a 2 casernes ou plusieurs engins qui interviennent, il va falloir coordonner tous les engins. Donc ça va être le rôle des chefs de groupe, donc comme moi-même, 8 secteurs de chefs de groupe. Pourquoi il y en a 10? Parce que dans 2 casernes, Alès et Nîmes, il y en a 2 en permanence. Ensuite, 3 chefs de colonne. On a vu qu'il y avait 3 groupements territoriaux, donc il y a 3 chefs de colonne. Ça, c'est le niveau supérieur au chef de groupe. Et après, voilà. Comme vous voyez, 365 jours par an et renforcé selon les risques. Hop là. On en vient aux spécialités du département du Gard. Donc, hormis nos missions courantes, on a des unités spécialisées. Donc, la cellule mobile d'intervention chimique, donc c'est tout ce qui est risque chimique. On a des véhicules spécialisés, donc qui permettent de faire du relevé, qui permettent de faire de l'intervention, des barrages, d'aller boucher des fuites, d'aller prélever des effluents chimiques. Ensuite, le commando génie feu de forêt, ça c'est plus une particularité des Cévennes. C'est pour ceux qui connaissent, enfin, je vais être simple, c'est de l'intervention de longue distance. Ça veut dire on voit le feu loin, il n'y a pas de route. Il va falloir mettre des dispositifs pour y accéder. Donc ça va être des tuyaux, des motopompes en relais qui prennent de l'eau et qui en ramènent un peu plus loin avec un peu plus de pression et ainsi de suite. Et aussi, ils vont pouvoir intervenir avec l'hélicoptère pour se faire poser en fait à un endroit stratégique, mettre les moyens en œuvre avec des bâches souples qui sont des piscines en fait tout simplement. Et avec ceci, ils vont combattre les feux qui sont quand même assez éloignés. Ensuite, l'équipe cynotechnique. Donc sur le département du Gard, on a une équipe cynotechnique. À la différence de la gendarmerie, c'est pas des chiens de crestage. Ça veut dire que c'est pas des chiens à qui on va faire sentir une odeur et le chien il va partir et il va suivre la piste. Nous, c'est des chiens qui servent principalement pour de la recherche de victimes sur des catastrophes. Donc, ils vont percevoir une odeur inhabituelle et ils vont se diriger vers là. C'est ça le sens de leur mission. Ensuite, le GRIMP, celui que vous voyez la plupart du temps dans les émissions, parce que c'est ce qui est un peu, voilà, c'est ce qui est visuellement impressionnant exactement. Donc, c'est le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Donc ça, vous en avez plusieurs personnels en fait qui sont un petit peu partout dans le département, qui sont formés et qui interviennent à bord des hélicoptères, qui interviennent par voie terrestre pour tout ce qui est secours, milieu périlleux, ravin, et maintenant ils se spécialisent aussi dans le risque bâtimentaire pour extraire les gens de chez eux quand il n'y a pas de possibilité de le faire par les communications existantes. Ensuite, les plongeurs, le groupe d'intervention subaquatique et de sauvetage en eau vive. La cellule de reconnaissance aérienne, l'été, si vous y faites attention, des fois, il y a un petit avion blanc qui passe dans le ciel. Il y a un observateur, un pilote. Eux, leur mission, c'est de détecter les fumées, de s'en approcher, de faire une reconnaissance et de donner le maximum d'informations aux CODIS et aux personnes au sol. Et après, ils s'en vont. Ils repartent sur notre mission. Une unité spécialisée d'intervention animalière. Donc ça, c'est là-dedans, vous avez aussi la capture des nacs. On n'en a pas trop, nous, ici, dans le département, mais ça en fait partie aussi. Cellule de soutien logistique, la cantine 30, puisque quand on reste un petit moment sur intervention, sur tous les feux de forêt et les inondations, au bout d'un moment, il faut qu'on puisse manger. L'équipe feu tactique, ça, c'est les contre-feux. C'est une spécificité aussi, c'est qu'on a le droit, sous certaines conditions, de pouvoir allumer nous-mêmes le feu. Donc, c'est des personnes qui sont formées, c'est pas tous les pompiers, pour justement réduire le risque. Voilà, faire que les
Le feu, quand il arrive, si on a brûlé la zone qu'il y a avant, il arrivera, il sera moins violent, on va dire. Et après, il y a d'autres techniques qui font que ils allument de l'autre côté pour que les fronts s'appellent et puis après, ça diminue en intensité. Ça reste, pardon. Voilà, ça reste une spécificité aussi. La cellule cartographique, bon, ça c'est pour tout ce qui est nos cartes en fait. Et l'élément de la sécurité civile rapide d'intervention médicalisée. Donc c'est une spécificité gardoise, c'est un hôpital de campagne qui peut être déployé à tout moment sur demande du ministère. La dernière intervention a été pour la première vague du Covid. Guadeloupe ou Martinique, j'ai plus le souvenir. Donc voilà, la dernière intervention où ils sont partis, sont les renforcer en fait l'hôpital local, tout simplement. C'est que dans le Gard, ça? L'escrime n'est que dans le Gard. Vraiment le terme escrime. Et après, c'est des personnels qui viennent et qui complètent en fait notre matériel. Puisqu'après, on travaille avec tous les autres départements qui ont la capacité d'intervenir et la sécurité civile aussi. Hop. Voilà, j'en ai fini moi pour la présentation. Donc, votre responsable m'avait fait passer quelques questions. Je pense qu'on a répondu à pas mal. Je vais quand même un petit peu les regarder et essayer de voir si je peux répondre à tout. À quel âge peut-on être pompier? Ça, on l'a vu, c'est 18 ans. Les seuls qui mettent une règle, c'est les militaires, avec un âge minimum, un âge maximum. Faut-il un diplôme pour être pompier? On l'a vu, le diplôme minimum, ça va être un brevet des collèges. Mais moi, je vous engage très fortement à continuer, même si vous voulez être pompier, parce que quand on voit ce qu'on a dans les entretiens de recrutement, le profil est plus à bac, voire bac plus 2, voire bac plus 3, même pour le concours de caporal, plutôt que brevet. Je vous dis pas que c'est impossible. Rien n'est impossible, mais je vous engage très fortement à continuer, tout simplement pour plus tard, si vous voulez évoluer dans les fonctions et dans les responsabilités, ne pas être bridé par un diplôme que vous n'avez pas. Et après, c'est très compliqué de retourner faire des cours du soir pour passer des diplômes. Franchement, faites-le, vous y êtes, faites-le. Et après, venez chez les pompiers, il n'y a pas de souci. Et le bac pro, ça va? Bac pro, ça va aussi, ça reste dans le niveau, on va dire, brevet. Si tu veux évoluer plus tard niveau officier, lieutenant, il faudra que tu aies un bac plus 2 si tu veux le passer en externe. Et c'est toujours mieux parce que de toute façon, plus vous allez faire d'études derrière, au revoir, plus vous allez pouvoir nous apporter du savoir à notre profession. C'est-à-dire que si vous vous diversifiez dans la chimie, vous vous diversifiez dans n'importe quel risque, la gestion de risque, dans l'environnement, peu importe, vous apportez toujours quelque chose que quelqu'un qui s'arrête au brevet et qui a attendu que de faire pompier, qui a fait que pompier, apportera. Je dis pas que c'est pas bien, mais je dis, blindez-vous des diplômes bien avant et venez chez nous, on vous accueillera avec grand plaisir. Même qu'avec le brevet, on vous accueillera avec grand plaisir aussi. C'est pas faute de leur dire, mais c'est bien que vous en mettiez une couche. Est-ce que vous avez des filières qui se rapprochent plus de ce métier-là, qui est plus intéressant à faire après le bac? Après le bac, de tête, il y a le bac pro sécurité, je crois. Voilà, celui-ci existe. Après, faut voir environ, après avec les orientations, mais si vous voulez pousser à bac plus 2, DUT, hygiène, sécurité, environnement, c'est vraiment la filière, on va dire, au revoir, la filière qui prépare le mieux au concours d'officier. Le plus près d'ici, je crois que c'est la Ciotat. Mais après, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle puisqu'on a tous les profils. On a très bien des stats, on a très bien des chimistes, on a de tout en fait. On a des gens qui ont que le brevet. Et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est après ces gens-là, derrière ils doivent des fois travailler, des fois non parce qu'ils avaient des facilités. Ils en ont dit c'est bon, j'en ai marre de l'école. Mais comme vous avez vu quand même, il y a beaucoup de gens qui se présentent. Il faut faire un tri. Le tri se fait soit sur les maths, soit sur de la rédaction. Et moi, je vous conseille énormément de ne pas arriver qu'avec le brevet. Comme je vous dis, rien n'est impossible, mais arriver avec le maximum derrière. Peut-on accéder à ce métier avec un CAP ou un bac pro? Oui. Combien de temps dure la formation de sapeur-pompier? Alors, la formation de sapeur-pompier catégorie C, donc caporal, elle varie en fonction des départements. Maintenant, on est passé sur un mode de formation qui est de l'approche par les compétences, donc avec des mises en situation professionnelle. Ça veut dire que si vous êtes volontaire avant et que vous avez validé des UV, des unités de valeur, je sais pas, moi, vous êtes pompier entre guillemets formé totalement, donc pour être pompier volontaire, c'est-à-dire que vous pouvez monter dans tous les camions, vous avez réussi toutes vos UV. On ne devrait pas le faire à la formation. Certains départements valident, voilà, en faisant des mises en situation professionnelle, certains départements valident vos acquis. D'autres non. Donc il n'y a pas de règle.
Voilà. Donc, au maximum, partez sur 2 mois et demi, 3 mois. Et au minimum, il faut voir ce que le département fait. Ouais. Si vous avez validé beaucoup de choses, vous n'aurez pas beaucoup de formation. Tout à fait. Et ça, c'est une fois qu'on a le concours. C'est une fois qu'on a le concours. Okay. Le concours, c'est même dans tous les départements. En fait, c'est des zones qui regroupent plusieurs départements, mais l'architecture, le squelette reste l'arrêté qui définit comment il doit être fait. Voilà. Combien on a vu? Y a-t-il des filles chez les sapeurs-pompiers? Alors, la profession se féminise. Ça a été très longtemps pas le cas, puisque de toute façon, les filles ont le droit d'être pompiers depuis 1976. Avant, elles n'avaient pas le droit. Et en termes de pourcentage SPP, SPV cumulé, on est environ à 16% de personnel féminin chez les sapeurs-pompiers. 4% chez les sapeurs-pompiers professionnels. Mais comme à la BSE de Beauvais, il y a encore des casernes qui sont pas adaptées pour les femmes. C'est le problème, mais les locaux, les vestiaires. Nous, dans le département, je pense qu'elles sont toutes adaptées. J'ai pas fait le tour de toutes les casernes, mais tous les locaux sont quasiment adaptés avec un vestiaire fille, un vestiaire homme. Non, mais après, normalement, ça reste le cas puisque la profession se féminise et puis c'est des plans d'action maintenant. Voilà, c'est. Oui, ça rentre dans les normes. C'est pas ça, c'est qu'il faut arrêter aussi de se scléroser, se dire c'est un métier de mec, c'est un métier de costaud, puisque au final, on se rend compte qu'on fait 80% d'ambulance. Voilà. Donc porter 60 kilos, c'est pas tous les jours. Ouais. Voilà. Alors voilà. De toute façon, tous les personnels que nous avons féminins comme masculins, en fonction de leur barème, qui sont pas non plus vraiment, il n'y a pas de gros écarts, hein, ils sont considérés comme sapeurs-pompiers, donc au final, on regarde pas si on a une fille avec nous en intervention ou si on a un mec. Voilà, la question ne se pose plus, elle s'est peut-être posée à une époque, mais en tout cas elle se pose plus maintenant, puisque s'ils sont là, c'est qu'ils méritent leur place. Si des fois, ça va faire plus sur le groupe, je sais pas. Ouais, c'est ce qu'on se disait à une époque où on disait oui, les filles, c'est mieux dans les ambulances, mais les filles, elles ont autant leur place que les hommes dans ce milieu-là, voilà. Ce que je veux dire. Non, c'est pas, mais moi, ce que je vous dis, c'est pas, voilà, il faut pas se dire que des fois les filles sont mieux dans les ambulances. Non, elles sont pas mieux, hein. Elles sont aussi bien que nous, elles ont leur tempérament, des fois, mais un tempérament plus fort que certains garçons. Enfin, voilà, quoi, de toute façon, ça. C'est rentré dans les mœurs. Exactement. C'est totalement rentré dans les mœurs. A-t-on des avantages en faisant partie de la classe défense? Donc, si je me trompe pas, quand vous sortez d'ici, vous avez le PSC1? Non, vous passez pas? Je pensais que vous passiez le PSC1 dans le cours. On devrait leur passer le SST. D'accord. Bon, quoi qu'il en soit, même si vous passez pas le PSC1, ça reste, on va dire, le niveau vraiment de base, c'est une journée, le PSC1 pour être formé. Et c'est l'utilisation principalement du DSA, la réanimation cardio-pulmonaire et donner l'alerte. Oui. On peut s'inscrire pour passer? Le PSC1, vous pouvez vous renseigner au niveau du département du Gard, donc du SDIS, pour pouvoir le passer, puisque nous, par l'intermédiaire de l'Union, on peut le faire passer. La Croix-Rouge le fait passer aussi. Et ils sont très rodés pour ça aussi. Voilà. Ouais, mais mes collègues n'ont pas fait. Et on faisait une journée chez vous aussi, la dernière, on a fait une formation sur le secourisme. Ouais, sur le secourisme. Ouais, il était intéressant, la rigueur de voir avec vous. Si on peut pas le faire passer à la place. Après, le faire passer, il faudra voir ça. Après, il faut voir en fonction de la convention et des disponibilités des formateurs. Mais il y a toujours moyen de trouver, exactement. Bon, après, pour en revenir aux avantages, j'ai envie de vous dire non. Mais en fait, si, puisqu'au final, dans votre cursus, vous connaissez nos institutions, vous connaissez toutes les institutions. Et en plus, vous allez voir les institutions avec lesquelles on est amené à travailler. Donc en fait, oui, l'avantage, vous l'avez, quand vous sortez de là, vous avez un savoir que d'autres classes n'ont pas, sur les institutions françaises, on va dire, et sur la sécurité civile en général, et sur tout ce qui est la défense, puisque de toute façon, ça reste dans votre cursus avec les immersions et avec les cours que vous avez au fur et à mesure. Donc c'est toujours un plus, voilà, on va dire. Il n'y aura pas de favoritisme, mais ça reste un plus. Quand vous allez arriver à l'oral, vous le dites, il y a toujours un plus, voilà. Sur l'écrit, il n'y aura pas forcément de plus, et sur les prérequis, il n'y en a pas encore. Ça viendra peut-être. Voilà. Combien gagne un pompier? Alors, on va parler
on va parler du pompier de catégorie C quand il entre. Le caporal, ça fluctue puisque d'un département à l'autre, les primes ne sont pas les mêmes. D'un département à l'autre, voilà, le salaire de base reste le même. Et je vais vous donner une cote mal taillée entre 1005 et 1700 euros par mois. Voilà, une cote mal taillée, sachant que ça peut être un peu moins ou ça peut être un peu plus. C'est en fonction des départements et des primes de responsabilité et des primes de spécialité que vous avez. Au fur et à mesure que vous allez chercher une spécialité, on les a vu tout à l'heure, le grimpe, peu importe, vous allez avoir des spécialités. Ces spécialités font que vous avez des responsabilités. Ces responsabilités sont rémunérées. Oui. Par rapport au grade. Tu as aussi par rapport au grade, mais comme je disais, c'est juste quand on intègre. Après, forcément, plus tu vas évoluer dans la profession, plus tu vas augmenter ton salaire. Après, c'est en fonction des échelons que tu augmentes par rapport à ton grade. Après, en interne, pour passer de caporal à sergent, il va y avoir des années qui vont s'écouler. Au fur et à mesure de ces années, les échelons vont faire que vous montez en compétences. Après, si vous voulez aller plus vite que vos collègues, entre guillemets, vous pouvez passer un examen en interne. Et après, vous pouvez sinon attendre qu'au fur et à mesure on vous nomme, mais là, ça va être long. Et même si on reste à un certain grade, comme sergent, oui, pendant plusieurs années, même en fonction des années, le salaire monte. Oui, c'est ce qu'il dit, il y a des échelons. Au fur et à mesure des années, les échelons passent. Et vu que le salaire de base est calculé en fonction de l'échelon et d'un point d'indice, en fait, c'est juste une multiplication, les échelons font que monter. C'est comme le métier. C'est ça. Quelle est la différence entre les marins-pompiers et les sapeurs-pompiers? On l'a vu ça tout à l'heure. Ouais. Et peut-on être pompier dans un corps d'armée? Ça, vous l'avez vu aussi. Il faut savoir que quand vous passez dans un corps d'armée chez les pompiers, le premier mois, à peu près, ça dépend de quel corps, je pense que c'est à peu près ça pour tous, vous faites les classes militaires. Et ensuite, après, vous faites votre métier de pompier pendant les autres mois qui suivent derrière. Donc, il faut compter 4-5 mois en tout, entre le mois où vous faites vos classes militaires et le reste où vous apprenez le métier de pompier. Donc, après, militaire, on a vu les UISC, on a vu les bataillons, on a vu la brigade, j'oublie les pompiers d'aéroport. Donc ça, c'est les pompiers qui dépendent de l'armée de l'air. Et l'aéronaval. Oui, aussi. D'accord. Après, je pense que on a fait le tour. Parce que moi, j'ai plus de questions que vous m'aviez posées. Si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre au mieux. Ouais, oui. L'âge maximum pour être pompier. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Non. Même volontaire, c'est pas 55 ans? Voilà. En fait, il y a, non. Non, mais j'avais vu ça. Non, il y a surtout un âge maxi pour arrêter. Oui, c'est 62 ans, voilà. Après 62 ans, on peut plus sapeur-pompier volontaire, sapeur-pompier professionnel, si vous commencez dans la profession jeune, on va dire, vous avez cotisé le nombre d'annuités minimum, vous pouvez partir à 57 ans. À savoir que chez nous, c'est 35 ans de cotisation, puisqu'en fait, c'est 40, mais une bonification, comme on est en catégorie active, de 1 an pour 5 ans. Donc, on déduit de 5 ans sur la fin. Donc, avec 35 ans de service, avec 57 ans minimum, on peut avoir nos droits à la retraite. Et pour la catégorie active, catégorie C. Ce qui n'est pas ma catégorie, catégorie B, encadrement intermédiaire. Vous, c'est-à-dire 62. Ah non. Voilà. Ouais, c'est pas négligeable parce que la retraite à 57 ans, c'est la contrepartie aussi de faire des week-ends, des nuits, des jours fériés. Voilà, comme ceux qui font les postes. Voilà. C'est pour ça que la catégorie dite active, et ça reste un des actifs, pour l'instant, il c'est pas de question. Oui. Qui aimerait, qui serait tenté par le métier de pompier professionnel dans la classe? À part Inès, vous le savez. Mais d'autres non, et pompiers volontaires. Volontaire ou professionnel? Je sais pas trop. Vous avez le temps tous. Ouais. Vous avez quel âge tous à peu près en moyenne? Faites vos études. Entre 15 et 17 ans. Tu peux faire un stage, bon, actuellement c'est compliqué, mais l'intégration sur 3 semaines ou 15 jours, comme Elias a fait. Ça dépend, mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte un petit peu vraiment de ce que c'est.
Le problème qu'il y a souvent, c'est quand on reçoit des stagiaires, ils partent pas en intervention. Donc c'est long pour eux. On le voit avec les classes de troisième, des fois, malheureusement, on essaie de les occuper, on essaie de faire ce qu'on peut pour eux, mais comme ils partent pas en intervention, ils font pas le cœur de métier en fait. Et ils se retrouvent à la caserne à vivre une journée classique. Et sur la journée classique, ils s'ennuient en fait. Une journée classique à la caserne, vous savez ce que c'est. Elle peut nous raconter son expérience? T'as pas fait d'intervention, toi? Non, non, mais le matin, après, c'est pareil, manœuvre, sport, tout ça, mais l'après-midi, souvent, le service, c'est ça. Rien, c'est pour ça qu'un stage, ça peut être en 3 semaines. Histoire de voir comment se passe une journée, c'est facile, puisqu'on arrive vite à le comprendre, puisqu'elles sont assez répétitives et assez ressemblantes. Mais après, derrière, oui, on peut pas faire découvrir le métier. C'est ça, c'est très compliqué. C'est pas forcément passionnant sur plus d'une semaine. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie, j'ai fait ce que j'ai pu. C'était très bien. J'ai fait ce que j'ai pu.